On s'intéresse à présent à l'actualité internationale avec le bloc-notes d'Anne-Sophie Seban-Bécache. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee. 3 nouveaux otages seront donc libérés demain par le Hamas et le djihad islamique. Anne-Sophie, la semaine a été particulièrement éprouvante pour les familles du fait des menaces du Hamas de reporter cette libération. Visiblement, elle devrait avoir lieu demain. Oui, tout à fait. Il y a eu d'abord l'annonce du report de la libération par le Hamas. Il y a eu aussi la demande de Trump, du président américain, donc de libérer tous les otages samedi. Donc il y a eu un petit cafouillage aussi, une réponse du gouvernement israélien qui finalement laisse entendre qu'elle se satisferait de ce qui était prévu dans le plan de cessez-le-feu, donc la libération de 3 otages. Je crois qu'on a eu les noms, les 3 otages. Oui, absolument. Sacha Troufanov, Sagi Degel-Chen et Yair Horn. Le bureau du Premier ministre israélien indique par ailleurs qu'il a bien reçu cette liste, mais ne l'a pas encore acceptée. Oui, il y a même eu un petit cafouillage. Je crois qu'il y a d'abord un premier communiqué qui est sorti disant qu'elle était acceptée, puis un revirement disant que c'était une erreur de typo et que le Premier ministre s'attendait à la libération des otages sans préciser le nombre pour samedi. Vous diriez que la pression mise publiquement par Donald Trump à l'égard du Hamas en promettant l'enfer, si tous les otages n'étaient pas libérés d'ici à samedi midi, a été positive, impactante? Je pense qu'on ne le saura pas maintenant. Peut-être pas pour ce week-end et pour cette libération, mais ce qui va se jouer dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, sera déterminant, je pense, pour la suite du conflit. Et pas seulement la pression qui est exercée sur le Hamas lui-même, qui est réelle, évidemment, mais aussi sur les États voisins, sur les États qui négocient, comme le Qatar, sur l'Égypte et la Jordanie, qui doivent se mobiliser face aux annonces, aux propositions du président américain et proposer des alternatives, ou en tout cas proposer des options. On l'a vu avec le président, avec le roi jordanien, lors de sa visite à la Maison-Blanche mardi. Oui, il va sans dire que la pression joue, que ce soit sur l'organisation terroriste du Hamas que sur les États voisins. Ce sont des pièces qui se déplacent sur un grand échiquier avec différentes influences et pressions qui se mettent en branle et qui peuvent faire évoluer notamment ce dossier, mais pas seulement. Oui, c'est toute la difficulté de ce qu'on vit en ce moment et la difficulté d'ailleurs à analyser ce qui se passe parce que c'est vraiment au jour le jour qu'on voit finalement les pions se déplacer et s'emboîter les uns aux autres ou pas et se demander aussi quels sont les effets, les premiers effets, les seconds effets des annonces de Trump, de sa manière de négocier, son annonce aussi sur la solution pour Gaza. On savait déjà aussi que ces différentes étapes du cessez-le-feu, elles seraient compliquées à mettre en place jusqu'au bout. Puisque comment est-ce qu'on arrive à la libération du dernier otage et comment est-ce qu'on concilie des intérêts et des objectifs totalement antagonistes, parce que l'objectif demeure pour Israël de s'assurer qu'il n'y ait plus aucun contrôle du Hamas de la bande de Gaza. C'est l'objectif partagé par les États-Unis, mais donc quelle issue à ce cessez-le-feu? Comment est-ce qu'on a... Et le bureau du Premier ministre israélien refuse de commenter la perspective d'une continuité du cessez-le-feu avec cette libération, ce qui est donc la possibilité d'une reprise des combats est tout à fait envisageable. Tout à fait, je pense que ça va être un tournant. Je pense que ce week-end va être un tournant. On parlait de Trump, restons aux États-Unis. Anne-Sophie, l'IDC vient de publier une enquête sur les chiffres de l'antisémitisme outre-Atlantique. Qu'est-ce que ça donne C'est assez inquiétant et c'est assez frappant de voir, moi ce qui me frappe le plus, c'est de voir la rapidité avec laquelle le phénomène s'est accéléré, parce que cette enquête, on la mène tous les ans aux États-Unis, et là, juste de comparer sur 2 ans, le sentiment des Juifs américains, leur expérience de l'antisémitisme, ça a augmenté très rapidement et on atteint des chiffres qui sont très proches de ceux qu'on a dans notre radiographie qu'on fait ici en France tous les 2 ans, voire parfois ça dépasse. On est par exemple sur... Vous savez comment on mesure les stratégies d'évitement de comportement adoptées par les Français juifs? On fait la même chose aux États-Unis. Donc mettre une casquette plutôt qu'une kippa, changer le nom quand on prend un taxi, on réserve un taxi. Enlever la mezouza, enlever les signes religieux. Aux États-Unis, là, on est à 56%. Donc plus de la moitié des juifs américains qui nous disent avoir changé de comportement en raison de la peur d'un acte antisémite. On était en France, je crois, à 25% des Français juifs qui nous disaient avoir vécu un acte antisémite depuis le 7 octobre. Et on est à plus de 40%. Je crois, chez les Juifs américains, si je ne dis pas de bêtises. Certains parlaient de maranisation avec ce type de pratique. C'est une expression que vous partageriez avec, en tout cas concernant les Juifs américains. Quasiment un Juif américain sur 2 se cache son identité dans l'espace public. Oui, ça paraît complètement fou parce que c'est vraiment le pays dans lequel on avait l'impression jusque-là qu'au contraire, c'est un pays où on pouvait assumer son identité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais que l'identité juive aux États-Unis était parfaitement assumée. Donc ça, c'est assez frappant. Nous,
On parlait de stratégie d'évitement, on est passé à un autre niveau, y compris en France, on parle de stratégie d'invisibilisation. Ouais. C'est ce qu'on a observé avec les changements carrément de nom sur les applications, etc. Et aux États-Unis, on le voit surtout chez les jeunes, où il y a vraiment une peur de dévoiler son identité avec ce qui s'est passé sur les campus américains. On le ressent dans cette enquête. L'expérience des jeunes est frappante. Et ils sont encore plus nombreux à éviter certaines conversations, à éviter de dire qu'ils sont juifs dans leur cercle d'amis, de peur d'être pris à partie. C'est assez frappant. Ouais. Et les étudiants qui sont intervenus hier lors des assises de lutte contre l'antisémitisme ont aussi mis en avant cette difficulté à mettre en avant, en tout cas ne pas cacher leur identité dans certaines facs. Merci beaucoup Anne-Sophie Sebambekash d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice France de l'IJC et qu'on peut retrouver ce rapport sur votre site. Très bon week-end, Shabbat Shalom. Merci Steve, Shabbat Shalom.